Je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'être présent ce soir à cette réunion d'information dans le cadre des élections européennes. Je remercie Monsieur le maire de Port-Vendre qui est venu nous accueillir et m'accueillir. C'est pas souvent dans ce département, donc il faut quand même relever les sentiments et l'attitude républicaine d'un maire quand celui-ci en fait preuve. C'est tellement rare que c'est à noter. Et je salue les adjoints et adjointes, ou en tout cas adjointes, je crois, qui sont dans la salle, en les remerciant, au fond, de participer à cette réunion. Je remercie évidemment tous ceux qui ont permis que cette réunion se tienne, mon adjoint Daniel Mas et son équipe, les élus présents dans la salle, on va commencer par les dames, puisqu'il y en a au moins deux devant moi, Marie-Thérèse Feuzenbeck, qui est conseillère régionale des Pyrénées-Orientales et qui a été aidée pour la circonstance, puisqu'elle est en vacances ici, par Maïté Carsalade, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un nom connu, Carsalade, ici, dans les Pyrénées-Orientales, et ancienne adjointe, il faut le dire, de Toulouse, et de Dominique Baudis, qui avait rejoint notre liste régionale en 2015, et qui est élu et qui siège donc pour la partie toulousaine de la région. Et je vois Baudry, conseiller municipal de Perpignan, conseiller régional Midi-Pyrénées. Il doit y avoir, où il est là, Schmoll, conseiller municipal d'Espira de l'Agly, Robert Olive. Est-ce que j'en oublie? Non. Ah, j'ai le docteur Jean-Yves Gâteau, notre collègue et mon collègue du conseil municipal de Perpignan, qui est venu en famille. Merci, je les remercie. Félicitations. Et donc, nous allons pouvoir commencer une petite partie sur la campagne électorale européenne, peut-être quelques mots sur la situation locale et des questions-réponses. Et après, vous êtes conviés à un petit vin d'honneur. Et puis, nous en terminerons. Un remerciement à nos amis polynésiens et à notre amie polynésienne. Merci du fond du cœur, parce que c'est la France la plus, de loin, c'est la plus éloignée de la capitale. Et nous avons tous une affection particulière pour nos territoires d'outre-mer et pour, je pense, à la Polynésie et à un territoire dont on n'entend pas parler à la télévision et qui pourtant demain peut-être fera l'actualité, mais dans sa page faits divers, la Nouvelle-Calédonie. Je vous signale qu'ils sont en élection actuellement, puisque j'y étais il y a 10 jours, et qu'ils se battent tout simplement pour maintenir la Calédonie à la France. Voilà. Puisque là-bas, l'enjeu, il est simple. C'est soit la France abdique et on a perdu la Nouvelle-Calédonie et des millions de kilomètres carrés d'ailleurs d'espace maritime, soit la France résiste et on maintiendra ce territoire qui est un territoire au-delà d'être magnifique, qui est un territoire riche, je pense notamment au nickel, mais pas seulement, et stratégique pour l'avenir de notre pays et qui se situe dans une partie du monde qui demain très certainement sera au cœur des conflits entre puissances mondiales, entre les États-Unis notamment et la Chine. Alors ces élections européennes se passent, on va dire, dans un désordre permanent au sein de la République française sous le mandat de M. Macron. Vous pensiez peut-être, en tout cas pas vous ici, mais certains ont cru peut-être qu'en élisant M. Macron, ils allaient résoudre le problème économique et social de la France, puisque bardé de diplômes, jeune, dynamique, parlant la langue moderne, il allait résoudre le problème. Et souvenez-vous que l'enjeu, c'était soit le chaos avec Marine Le Pen, soit le paradis sur Terre avec Emmanuel Macron. Eh bien, écoutez, nous avons strictement le contraire aujourd'hui, puisque le chaos, c'est évidemment le chaos qui a été organisé par une politique absolument absurde de M. Macron et dont vous payez les conséquences tous les jours. Je ne vais pas revenir sur l'épisode des Gilets jaunes qui commence vraiment à durer et à durer et à durer pour un résultat qui n'est très certainement pas
à la hauteur des espérances qu'avait nourri ce mouvement au début, puisque nous y avons été tous au départ sur les ronds-points, il faut le dire. Et le premier week-end, c'est vrai que moi j'ai vu dans les Pyrénées-Orientales le peuple sortir, les gens venant des villages, les personnes les plus vulnérables, celles qui n'arrivent pas à finir leur fin du mois, des retraités, des femmes isolées, des jeunes couples, des jeunes qui venaient marquer leur mécontentement par rapport à la vie chère et par rapport à la stagnation des salaires, au pouvoir d'achat et par rapport à un certain nombre d'augmentations de prix. Et le départ, j'allais dire, partait d'un bon sentiment. L'arrivée, j'en suis un peu moins sûr aujourd'hui, puisqu'on s'est aperçu au fur et à mesure que ce mouvement se développait, que tout simplement il avait été pris en main par la gauche et par l'extrême gauche. La meilleure preuve, moi, vous savez, je n'invente rien, c'est que début novembre, ni la CGT, ni le Parti communiste, ni M. Mélenchon ne voulaient soutenir les Gilets jaunes et ne voulaient participer à leurs manifestations. Aujourd'hui, il n'y a plus que M. Mélenchon, le Parti communiste et la CGT, pratiquement, qui descendent dans la rue et qui tentent d'influencer les Gilets jaunes qui sont encore mobilisés. Et on voit très bien, encore une fois, que la gauche de la gauche aura tenté par tous les moyens d'étouffer des contestations populaires qui auraient pu mener à des choses beaucoup plus importantes, mais qui n'ont pas eu lieu. Le président de la République, lui, en a profité pour essayer de se refaire une santé sur le dos des Gilets jaunes, a fait durer un débat éternellement au point que, à la fin, on ne savait plus quelles étaient les revendications et quelles étaient les propositions. Et malheureusement, j'allais dire pour lui, le jour J où il allait exprimer à la France l'état de sa pensée profonde et des mesures à prendre pour calmer tout le monde, il y a eu ce terrible incendie de Notre-Dame de Paris qui, je dois dire, a refroidi tout le monde. C'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est la réalité. Et M. Macron a été obligé de différer ses annonces avec, vous avez vu, le résultat que l'on connaît. La situation, elle est pourtant assez simple en France. Il y a une partie du peuple qui n'est pas représentée à l'Assemblée, qui n'est pas écoutée, et les mesures qui sont prises systématiquement pénalisent les mêmes, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien ou très peu, ou les classes moyennes basses qui n'en peuvent plus de payer et qui sont systématiquement matraquées, on va dire fiscalement, et dont on voit aujourd'hui les difficultés à boucler et à joindre les deux bouts. Donc nous sommes dans un état, je ne vais pas dire pré-révolutionnaire, mais de grand désordre, de grande insatisfaction, et c'est dans ce contexte-là que se jouent ces élections européennes. Nous y sommes, j'allais dire, plutôt bien placés. Encore ce soir, dernière enquête d'opinion, il faut mettre des guillemets aux enquêtes d'opinion, un sondage nous donne à 24%, ce qui est le score que nous avions fait, je vous signale, il y a 5 ans en arrière, au moment des élections européennes. La République en marche, plus les centristes de M. Bayrou, parce qu'on oublie qu'ils sont deux. Ils sont plus, d'ailleurs, Agir, qui est un autre mouvement, qui est une scission de l'UMP, enfin des Républicains, ils sont 3 donc, sont donnés à 21%. Et les LR à 14,5%, et tous les autres derrière en dessous de 10%, et beaucoup en dessous de 5%. C'est vous dire qu'aujourd'hui, le paysage politique français est très éclaté. Il y a 2 formations qui dominent, c'est le Rassemblement national et la coalition majoritaire du Parlement, République en marche, Modem et Agir, ça s'appelle, la scission des LR. Il y a M. Mélenchon qui fait cavalier seul, et puis il y a les Républicains, dont je rappelle, puisque nous sommes quand même sur des terres qui furent très à droite dans les Pyrénées-Orientales, à un moment donné, il y avait les 2 sénateurs et les 4 députés LR. En moins de 7 ans, ils ont gardé 2 sénateurs, ils ont perdu tous leurs députés, mais surtout, petit à petit, ils perdent du terrain, tout simplement parce que, par rapport aux promesses qu'ils ont faites, ils n'en ont tenu aucune, et les électeurs se souviennent de tout cela. Oui, moi, je regrette fort que sur beaucoup de sujets dans les Pyrénées-Orientales, les ex-parlementaires LR-UMP n'aient pas fait le tiers de ce qu'ils ont promis et laissé finalement la place à la gauche avec des aberrations. Si vous avez aujourd'hui 3 députés En Marche,
c'est en partie grâce au soutien qu'ils ont obtenu des formations politiques, notamment des Républicains. 4 circonscriptions dans les Pyrénées-Orientales, 3 députés En Marche, 1 député Rassemblement National. Systématiquement, LR a appelé à voter contre les candidats du Rassemblement National. Ça avait été déjà vrai aux élections départementales. Nous aurions pu battre le Parti socialiste aux élections départementales. Encore fallait-il que les Républicains, j'allais dire, soit soutiennent nos candidats quand nous étions opposés au Parti socialiste ou au Parti communiste, soit que nous retirions nos candidats pour leur permettre d'être élus et d'avoir une majorité. C'était en quelque sorte la proposition qu'ils avaient faite au sénateur Calvet, qui n'en a jamais tenu compte, et ils ont préféré appeler à voter communistes et socialistes contre nous, plutôt que de tenter de bâtir une majorité au Conseil départemental des Pyrénées-Orientales avec les résultats que l'on connaît. Et on sait très bien qu'en général, l'idéologie qui prévaut dans les assemblées tenues par la gauche, malheureusement, ce sont des idéologies sectaires, tout simplement sectaires, dont on voit les résultats tous les jours, et puis surtout une politique économique et sociale aberrante, puisque nous sommes dans un département, je vous signale, gouverné depuis maintenant presque 20 ans par la gauche, un des départements les plus pauvres de France. La réalité, c'est celle-là. Un taux de chômage qui est absolument incroyable. Vous avez vu encore la semaine dernière les chiffres du chômage. On est le pire en France. On ne peut pas faire mieux. Et pourtant, notre région est toujours à gauche, notre département est toujours à gauche, et les élus de la communauté d'agglomération de Perpignan ou de Perpignan sont des gens de droite, mais qui en fait ne sont pas des gens de droite, qui sont toute la journée en train de voir comment on peut pactiser avec la gauche pour battre les élus et, du Rassemblement national. Donc vous voyez bien que nous sommes dans ce paysage politique-là, et qu'il y a des moyens d'en sortir. Il faut juste avoir un petit peu de courage et juste remettre les pendules à l'heure. Les municipales, c'est pour l'année prochaine. Donc ce n'est pas le lieu d'en parler. Nous aurons l'occasion d'en parler. Sachez que nous serons présents. Alors ici à Port-Vendre, c'est compliqué. Nous ne serons évidemment pas présents à Port-Vendre, mais nous serons présents ailleurs. Je pense à Argelès, je pense à des villes comme ça, où notre électorat se mobilise d'une manière importante aux élections nationales, où les maires sont particulièrement opposés à nos idées, et on ne voit pas pourquoi on leur ferait la fleur de ne pas présenter de candidats. Et je pense à d'autres, évidemment, villes jusque sur le littoral ou même en montagne, où vous aurez des listes soit directement soutenues par le Rassemblement national, soit des listes plurielles, on va dire, pluralistes, où il y aura des adhérents du Rassemblement national présents sur des listes pour tenter de ravir les mairies à la majorité départementale de gauche. Ces élections européennes, elles sont des élections, j'allais dire, de défense de notre civilisation. Non pas que les pouvoirs du Parlement européen soient visibles directement, puisqu'ils ne sont pas visibles directement. L'influence européenne sur nous, elle est de 3 ordres. Elle est d'abord financière. Et ça, c'est le mensonge, les fake news, comme dirait M. Macron. Quand on vous dit, eh bien, les travaux qu'on réalise dans le département, les routes, n'importe quoi, le port, je ne sais pas, il y aura des questions sur le port sûrement, c'est l'Europe qui nous donne tant. L'Europe nous donne de l'argent. Heureusement qu'il y a l'Europe, parce que sinon nous n'existerions plus. Ou alors j'ai lu une variante de la part du syndicat agricole local qui a dit « Mais sans la PAC et l'argent de l'Europe, nous n'existerions pas. » Il y a juste un problème qu'il faut bien comprendre. Mais j'ai l'impression que les Français ne comprennent pas très bien comment fonctionne la machinerie européenne. La France, de votre poche, elle vous prend 23 milliards et des poussières, bientôt 24. Elle les envoie à Bruxelles. 24 milliards. Et Bruxelles vous les renvoie d'une manière détournée par différents objectifs agricoles, la politique rurale, les infrastructures, etc. Elle vous en donne 17. Ça dépend. Avant, c'était 13. Cette année, je crois qu'ils arrivent à 17. Bon, bref. La France, elle est, de sa poche, contributrice nette de entre 7 et 9 milliards d'euros. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous dit l'Europe donne, l'Europe ne donne que l'argent que vous lui avez donné. Et on pourrait se passer précisément de ce système de tuyauterie absolument
inefficace, qui consiste à aller engraisser des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et des technocrates européens pour qu'ils nous renvoient moins d'argent que nous leur avons donné pour financer nos propres infrastructures. Et c'est ça qui me fait... Quand je vois le syndicat agricole qui dit ça, bon, c'est le syndicat dominant, il est évident que les 9 milliards de la PAC, c'est-à-dire les subventions que touche l'agriculture française, nous pourrions les leur donner nous-mêmes directement, sans passer par la Commission de Bruxelles, qui n'a eu de cesse depuis maintenant 30 ans que de produire tellement de normes qu'ils ont ruiné le tiers de nos agriculteurs et qui continuent à ruiner notre industrie, nos services, etc., nos services publics notamment. Voilà quel est le cheminement financier de l'Europe. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Ils ne vous donnent pas d'argent. L'Europe ne paye pas pour vous. La France paie pour l'Europe, l'Union européenne, et l'Union européenne redistribue une partie de ce que vous avez donné. Alors quand vous voyez les Delga, les Malherbe, tous ces gens-là, tous les députés qui vous disent « Ah, grâce à l'Europe, on fait ceci, on fait cela », c'est faux. C'est une fake news, c'est une manipulation de l'opinion. C'est d'abord notre argent de contribuables français qu'on redistribue. Alors ça, j'espère que vous saurez le dire et le répéter, parce que c'est la vérité, c'est la seule vérité. L'Europe est un beau projet, mais l'Europe est un projet aujourd'hui qui n'a plus aucun sens, qui est un tiroir-caisse de redistribution de l'argent que nous lui donnons sur des projets fumeux, et on en parlera. Le deuxième élément de la puissance de l'Union européenne, ce sont les textes juridiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous vivons sous deux sortes de textes juridiques. Ceux qui sont décidés par la Commission et le Parlement européen pour une partie que l'on appelle les directives, les règlements, on va tout prendre, on va dire les textes juridiques européens, ils s'appliquent à vous. Sans que les députés, pourtant nous sommes les députés, nous devrions être les seuls à pouvoir voter la loi. Mais quand on nous donne les textes à voter, ils sont déjà conformes à ce qui a été décidé à l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, les députés français ne servent à rien. 577 députés qui ne servent qu'à transcrire les décisions de l'Europe de Bruxelles en droit français, ou en tout cas dans le système juridique français. Voilà ce qu'est l'Union européenne en matière de droit. Et l'autre chose beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus pernicieuse, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour des communautés européennes. Parce que celle-là, elle prend des décisions et les textes, la jurisprudence, les décisions, les arrêts s'appliquent à la France, s'imposent aux juridictions françaises. Enfin, s'imposent parce qu'on veut bien. Parce que si la France ne voulait pas, elle ne les appliquerait pas. Et j'allais dire, ça ferait pareil. Mais elles s'appliquent à vous. Et vous avez des décisions absolument scandaleuses, dont la dernière en date, puisqu'elle est de, je crois, il y a 3 semaines ou quoi, c'est de permettre à des femmes voilées, par exemple, de travailler dans les entreprises ou d'aller dans le secteur privé. C'est-à-dire une décision qui est contraire à notre laïcité à la française, dont je rappelle qu'elle n'est pas un modèle d'interdiction de la religion, mais qu'elle est un modèle de respect de la religion, mais avec une chose simple. Tu rendras à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ce qui est dans l'espace public n'a pas à avoir une apparence religieuse. Tout ce qui est dans l'espace privé, vous faites comme vous voulez. Sauf à une différence près, c'est que la France est un vieux pays chrétien. Et que cette laïcité, elle est évidemment d'inspiration chrétienne. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous la vivons aujourd'hui si bien. Mais il y a un siècle passé, je peux vous dire que ça a été grave au forceps et qu'elle s'est imposée contre, il faut le reconnaître, l'Église catholique, non sans mal, mais qu'aujourd'hui, nous vivons avec cette laïcité, et j'allais dire, c'est même un rempart aujourd'hui contre le prosélytisme et l'agression venant d'autres religions, et notamment de ce que l'on appelle l'islamisme radical ou l'islam politique, qui, lui, j'allais dire, ne regarde pas ni la Constitution ni les lois pour propager son discours de haine à l'égard de la France, de l'Occident, des chrétiens et de ce que nous représentons. Mais ça, c'est un autre sujet financier, sujet juridique très important, parce qu'on ne le sait pas, mais on nous applique des décisions de justice qui s'appliquent à nous, alors que nous n'avons jamais décidé de rien. Et puis le troisième volet, c'est la politique économique. L'Union européenne que vous voyez,
a bâti des accords multilatéraux ou bilatéraux avec des économies de la planète entière, sans demander l'avis de personne, qui mettent en concurrence directement nos entreprises, nos agriculteurs ou nos services, avec les dégâts que nous connaissons, le chômage, les délocalisations, les faillites d'entreprises, des secteurs entiers qui ont disparu, et avec la cerise sur le gâteau aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est le traité, le CETA, le fameux traité de libre-échange avec le Canada, dont on vient d'apprendre alors qu'il nous avait juré que non. Moi, je me souviens, j'étais au Parlement européen, on nous avait dit que ce sont des mensonges, jamais les tribunaux d'arbitrage, là aussi d'ailleurs c'est un problème de droit, ne s'appliqueront à la France, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise au monde pourrait mettre les États devant des tribunaux et les faire condamner, ce qui, dans notre, on va dire, corpus juridique national ou européen, jusqu'ici n'était pas possible. C'est-à-dire que le droit anglo-saxon est en train de manger petit à petit l'ensemble de la structure juridique française et européenne, mais tout ça se fait dans le dos des citoyens, se fait contre les citoyens, et même là, pour le coup, c'est fait en mentant aux citoyens, puisque les représentants avaient mis en avant ces fameux tribunaux d'arbitrage. On leur avait dit que non, ça ne pouvait pas s'appliquer à la France. Eh bien, la semaine dernière, on a appris que ça s'appliquera à la France. Voilà, la vérité, c'est ça. Ils avancent petit à petit, à la manière, vous savez, du voleur chinois, pour ceux qui connaissent la technique. Petit à petit, ils imposent leur manière de voir, leur manière de penser, leur manière de faire. Et puis du jour au lendemain, vous vous apercevez que vous n'avez plus le droit de faire certaines choses parce que ça a été décidé petit à petit, sans que vous vous rendiez compte des décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nasse fiscale, une nasse financière, une nasse juridique et une nasse mondiale, j'allais dire, puisque nous sommes là aujourd'hui bien seuls pour aller lutter contre les Américains, les Chinois, les Russes ou les Indiens même, puisque ces grands pays aujourd'hui qui dominent l'économie mondiale. Et nous sommes... alors on nous dit toujours, mais c'est pour ça qu'il faut faire l'Europe, parce qu'à plusieurs on pourra se défendre. Mais comme l'Europe ne défend pas les intérêts européens et qu'elle est aujourd'hui, j'allais dire, ouverte aux quatre vents de la mondialisation, eh bien voilà le projet européen tel qu'il est. Mais là, ce projet européen, mesdames et messieurs, il est cohérent. Ils ne font appliquer que l'Europe qui avait été proposée par quelqu'un que peut-être vous connaissez, Jean Monnet. Il y a Philippe de Villiers qui a sorti un livre récemment qui n'a fait que rappeler ces vérités-là. À un moment donné, l'Europe, il y a deux schémas européens qui se sont opposés. L'Europe de Jean Monnet, plutôt à structure fédérale, plutôt financière et marchande, qui était en fait le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique au cœur du continent européen, c'était ça. Et puis vous aviez l'autre Europe, celle qui avait été défendue en son temps par le général de Gaulle, qui avait vu le danger de l'hégémonisme américain, qu'on le veuille ou non, face évidemment au péril russe, parce qu'on oublie toujours ça, au péril soviétique, pardon. C'était ça aussi sur lequel jouaient les Américains, en disant on ne peut pas laisser les Occidentaux tout seuls face à l'Union soviétique, surtout après cette abominable guerre. Ils ont tenté de nous imposer une monnaie à la libération. En fait, et c'est un mauvais jeu de mots là aussi, mais ils nous ont imposé une monnaie, mais ce n'était pas le bon. Ils nous ont imposé le fameux Jean Monnet qui, lui, a fait son travail de sape avec les résultats que nous connaissons. La seule Europe possible, c'était une Europe de la coopération entre États. Tout le monde se sent européen. Et là aussi, je vous demande de bien dénoncer cela auprès de vos amis. Nous sommes des Européens. Il y a dans la salle des Français issus d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, de Polonais, que sais-je encore. Tout ça, ça fait partie de l'Europe et tout le monde se sent européen. On a tous, moi-même, de la famille de l'autre côté des Pyrénées. Et ça ne choque personne. Il y a des gens qui sont présents sur nos listes, qui ont des patronymes espagnols. C'est la France, c'est ça. Et j'allais dire, tout le monde s'en porte bien. Il n'y a pas de nationalisme exacerbé qui veulent mettre des barbelés autour des frontières et empêcher les gens de venir. Non. Nous avons bien conscience que nous sommes des Européens. Nous avons bien conscience qu'il ne faut pas se faire la guerre parce qu'on en arrive évidemment aux faiblesses que nous connaissons aujourd'hui qui sont dues en partie et pour la majorité à la guerre civile européenne qui a été la guerre de 14-18 essentiellement. Mais nous sommes évidemment des Européens convaincus
Mais nous ne voulons pas de cette Union européenne-là, c'est-à-dire des gens qui gèrent l'espace européen. C'est ça qu'il faut mettre par terre. L'Europe, il faut continuer à la bâtir. Il faut continuer à discuter. Il faut faire des projets, des Ariane, des Airbus, de tout ce que vous voulez. Mais il faut arrêter la bureaucratie, la technocratie qui sont aujourd'hui à la tête de l'Europe et qui finira par nous tuer. Parce que si vous mettez le problème financier, le problème juridique, le problème économique, et que vous rajoutez en plus le problème de l'immigration de masse extra-européenne, eh bien vous avez là le cocktail explosif de ce qui sera peut-être demain, je ne le souhaite pas, une autre manière, une autre forme de guerre, et qui, laissez-moi vous le dire, ne réjouira évidemment personne. Nous pouvons encore éviter cela. Moi, j'y crois. Voilà. Par les urnes, par le pouvoir des urnes. Déjà, par une première chose, en ne remettant pas les mêmes au pouvoir pendant 30 ou 40 ans. Vous savez la phrase d'Einstein, on ne résout pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Je crois qu'on a bien compris que la droite et la gauche, c'était exactement la même chose, ou à peu près. Et que vous mettez un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, et vous avez la même politique. C'est tellement vrai, mais ça aussi vous devez le savoir, c'est qu'à l'Europe, à l'Union européenne, il y a même un accord entre le Parti socialiste européen et l'UMP, enfin les LR européens, qu'on appelle le PPE. Et que quand on s'est installé la dernière fois à Strasbourg et à Bruxelles au Parlement européen, il y a eu une négociation. M. Juncker, le président de la Commission, vous savez, celui qui titube souvent, lui, il est PPE, c'est-à-dire un élu de l'UMP en quelque sorte, il a été mis là par la droite européenne, et la contrepartie, le Parlement, a été donné pendant 2 ans et demi au Parti socialiste et à l'abominable M. Schulz, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un social-démocrate allemand absolument sectaire, vindicatif, le fameux qui nous a mis l'histoire des assistants sur le dos, socialiste, et dont on est encore aujourd'hui avec Mme Taubira à l'époque, et dont vous entendez parler comme ça toutes les semaines à peu près. On fait vivre le feuilleton. Laissez-moi vous dire qu'on ne se laissera pas faire et qu'évidemment, nous nous battrons jusqu'au bout pour démontrer que sur cette affaire des assistants, nous avions raison. Mais cette parenthèse étant refermée, voilà ce que c'est l'Union européenne. C'est un système de copains et de coquins, en quelque sorte. C'est « je te tiens, tu me tiens ». Et quand ils arrivent là-haut, ils se partagent les postes. Quand ils se font élire en France, ils vous disent « on est contre l'immigration, il faut changer l'Europe ». Vous les entendez? Moi, j'ai entendu M. Wauquiez, M. Bellamy. M. Bellamy, qui est un candidat très convenable. Moi, je ne conteste pas la personne de M. Bellamy. Mais ces gens-là, comme la dernière fois où M. Hortefeux, Mme Morano, Mme Dati et quelques autres ont été élus, eh bien, ces gens-là, une fois qu'ils sont là-bas à Bruxelles ou à Strasbourg, ils votent avec les socialistes, les mêmes textes, les mêmes choses, parce qu'ils sont obligés de le faire. Parce que sinon, ils ne font pas partie du PPE. Et le drame de cette affaire-là, c'est que dans l'affaire de la Hongrie, M. Orban, eh bien, les élus de droite européens ont voté l'exclusion de M. Orban, du président hongrois du groupe du PPE, parce que pour eux, il était trop à droite, il parlait trop d'immigration, et il n'était pas du tout dans les canons de la social-démocratie européenne. C'est ça l'Union européenne. Il faut changer ce projet-là, il faut le contester, il faut l'abattre. Voilà, il faut le mettre par terre et reconstruire. Et là, vous n'avez pas 36 solutions aujourd'hui. Vous avez 36 solutions, mais vous n'en avez qu'une qui est efficace, c'est celle qui est évidemment la plus forte. Il faut que le Rassemblement national de la liste de Jordan Bardella avec Marine arrive en tête le soir de l'élection européenne. Il faut battre M. Macron. Parce que si M. Macron arrive en tête ce soir-là, il continuera à faire sa politique et ses réformes que nous ne voulons pas. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Il faut voter utile. Et le vote utile, je regrette, en tout cas pour les gens de conviction qui défendent la souveraineté, la patrie et le patriotisme, c'est évidemment le vote en faveur du Rassemblement national et de Bardella. C'est un message qu'il faut faire passer. D'ailleurs, je pense qu'on est à 24 aujourd'hui.
le vote va se cristalliser dans ces derniers jours et nous pouvons arriver beaucoup plus haut. Il faut donner un signe fort, comme ils disent, à l'Élysée, lui dire non, M. Macron, on ne signe plus de chèque en blanc. Maintenant, voilà, vous avez voulu piétiner la France et les Français en n'écoutant rien de ce qu'ils vous demandaient. Eh bien aujourd'hui, faites attention, parce que nous, on est prêts à renverser la table et on est prêts à renverser le système et on va envoyer au Parlement un maximum de parlementaires européens, évidemment de parlementaires français au Parlement européen, qui iront rejoindre aujourd'hui tous les mouvements patriotiques qui sont nés ces dernières années ou qui sont au pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes Salvini, en Italie, qui a réglé le problème de l'immigration, je vous signale, enfin réglé, en tout cas ses effets les plus néfastes. Les Autrichiens, qui gèrent le gouvernement, et qui sont au gouvernement en Autriche. La Hongrie, même si M. Orban était au PPE sans y être, etc. Les Polonais, les Allemands, la Hollande, la Belgique, encore hier, c'est l'Estonie, je crois, où les patriotes sont rentrés au gouvernement de l'Estonie. L'Espagne, avec Vox, qui très certainement aura des élus demain, même si nous ne partageons pas, je tiens à vous le dire tout de suite avec Vox, un certain nombre de conceptions, mais peu importe. L'essentiel, c'est de défendre la souveraineté des États et la manière de préserver notre liberté de nation. Après, chaque nation a sa culture et a ses particularismes, mais ça, c'est notre problème. Et puis, vous êtes en pleine période de Brexit. Les Anglais ont montré la voie. Alors là aussi, on vous dit que c'est abominable, que les Anglais, tout va... Pour l'instant, l'économie anglaise, elle produit des emplois, elle diminue les impôts, et c'est vrai que ça a l'air compliqué de loin juridiquement, mais pour l'instant, je peux vous dire qu'ils sont dans une bien meilleure situation économique que la nôtre. C'est deux systèmes différents, ça ne peut pas se comparer. Ils n'avaient pas l'euro, parce qu'on oublie tout ça, ils n'avaient pas l'euro, les Anglais. Donc pour eux, ça ne change pas grand-chose de problème par rapport à nous. Ils n'avaient pas Schengen non plus. Ça aussi, on oublie, ils avaient un statut bien particulier qui leur permettait quand même d'avoir et d'exercer leur souveraineté. Donc nous allons rejoindre au sein du Parlement français d'autres nationaux, d'autres patriotes, pour avoir un groupe qui bloquera les décisions les plus néfastes et les plus nocives à notre économie ou, j'allais dire, à l'avenir de notre peuple. C'est possible. Voilà. Nous pouvons demain être le deuxième groupe du Parlement européen. Il faut le savoir. Les eurosceptiques, demain, peuvent être les deuxièmes. Derrière les libéraux, mais devant les socialistes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour la suite. Et c'est pour cela que je vous demande vraiment de convaincre et de bien réfléchir sur la suite des événements. C'est donc un vote de survie. Moi, quand je dis, vous savez, et j'y crois, ça fait maintenant presque 30 ans que je fais de la politique, et je vois vraiment la France, tout ce qu'elle a été. Voilà. Et si on ne met pas un frein à la politique qui est menée aujourd'hui, eh bien moi, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais on ne mettra pas 20 ans pour que la France ne soit plus un pays libre, pour que la France ne soit plus une démocratie digne de ce nom, et que nous soyons sous la coupe d'autres États, de superstructures, ou même d'un super-État européen qui nous imposera ici, y compris par les armes, ce que nous ne voulons pas, parce que là aussi, n'en doutez pas, l'armée française est une belle armée, mais elle manque de moyens. Et malheureusement, moi qui siège à la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, je peux vous dire que beaucoup de mes collègues parlementaires ne sont plus très loin de dire « mais tout ça nous coûte cher, on n'a qu'à mutualiser notre armée, la faire payer par les autres ». C'est-à-dire en fait ne plus avoir d'armée. Et ça, c'est la négation de la nation, c'est la négation du pays. Le jour où vous n'avez plus d'armée, où votre droit, c'est le cas, n'a plus la primauté sur le droit qui vient d'ailleurs, et où en plus votre monnaie, vous n'avez plus le droit sur votre monnaie puisqu'elle est décidée par d'autres, ben vous êtes, je m'excuse, vous êtes un pays, un satellite en quelque sorte. Vous n'êtes plus souverain et vous dépendez de la souveraineté de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'un État supranational ou d'une commission. Mais à ce moment-là, je me demande pourquoi vous allez encore aux urnes. Parce que si vous allez voter demain pour des conseillers départementaux qui n'ont plus le pouvoir, pour des conseillers régionaux qui n'ont plus le pouvoir, pour des députés qui n'ont plus le pouvoir,
et pour des maires peut-être qui demain ont encore moins de pouvoir, ce qui est d'ailleurs le cas avec les communautés d'agglo et de communes, laissez-moi vous dire que votre vote, il ne servira strictement à rien. Il faut donc reprendre, j'allais dire, les choses à la base et reprendre les concepts démocratiques, juridiques, ce qu'ont fait la France depuis la Révolution française, et de, à nouveau, défendre les principes qui sont les nôtres d'indépendance nationale, de souveraineté du peuple. Personne d'autre que le peuple n'est souverain en France, et sûrement pas les fonctionnaires de Bruxelles. Et puis aussi de reprendre, j'allais dire, un minimum d'esprit patriotique pour lutter contre l'expansion de l'islam politique sur notre sol, parce que autant c'est vrai, et moi je suis le premier à le reconnaître, il y a des musulmans fidèles à la France, qui se comportent d'une manière exemplaire, qui élèvent leurs enfants et qui font comme ils peuvent, mais autant la France a abdiqué, les gouvernements français ont laissé des associations extrémistes, des mosquées extrémistes et des extrémistes prendre le pouvoir de cette religion en France, et ceux-là sont en train petit à petit d'étouffer les autres. Or, le but de la France et de la République française, c'est précisément de donner de la liberté à ces gens-là, tout simplement en appliquant la loi. Et moi, je le dis d'une manière très calme, mais très solennelle, s'il y a des gens chez nous qui considèrent que leurs principes religieux sont supérieurs à nos lois, à notre Constitution et à notre manière de vivre, eh bien, il faut qu'ils aillent vivre leur foi et leur religion ailleurs, dans d'autres pays. Ça me paraît évident. Encore faut-il que nous ayons la maîtrise des frontières et de l'immigration, ce qui, demain, avec des gens comme M. Macron et d'autres, n'est pas sûr du tout. Parce que déjà, vous savez, tout le monde dit qu'il faut contrôler les frontières extérieures de l'Europe, c'est-à-dire pour nous, notamment les Espagnols. Moi, je suis d'accord, mais enfin, est-ce qu'on fait confiance aux Espagnols pour gérer la frontière? La leur, eux, ils la gèrent, hein. Mais celle qu'il y a entre eux et nous, on ne peut pas dire que ce soit si terrible que ça, mais là encore, hein, ils ont bien raison. Et imaginez la frontière en Grèce, imaginez la frontière avec la Turquie, et imaginez un peu tout ce qui peut se passer dans d'autres pays qu'on ne maîtrise pas du tout, mais où des milliers, précisément, d'immigrés passent chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Mais là encore, hein, c'est pas à être contre les immigrés. Les immigrés, eux, profitent d'une situation. Et quelquefois, ils sont poussés à le faire par l'exode, par la guerre ou par la famine. La responsabilité, elle incombe aux politiciens chez nous, qui permettent tout cela, et qui quelquefois le favorisent. Je pense, moi, à l'exemple syrien ou à l'exemple libyen. Si monsieur, si monsieur Sarkozy va pas jouer les matamors là-bas en Libye pour mettre Kadhafi par terre, et si le Hollande ne va pas faire de même en Syrie, etc., ben, je pense que nous aurions eu moins de pression migratoire aux portes de l'Europe. Nous n'aurions pas eu les 1,5 million qui sont passés par la Turquie, après un chantage, là aussi. Hein. On nous dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais enfin, Mme Merkel, elle a fait rentrer 1,5 million sans demander l'avis de personne. Et on a payé à la Turquie 3 milliards d'euros pour qu'il surveille ses frontières et qu'il les ferme. Mais lui, chaque fois qu'on n'est pas bien avec lui, il dit oh, attention, parce que sinon, moi, je laisse passer. Et non seulement on paye, mais on subit le chantage des Turcs, avec évidemment les conséquences que l'on sait. Et enfin, j'en termine, parce que sur les Turcs, il faut que vous sachiez quand même, au Parlement européen, nous sommes toujours en négociation pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Nous sommes toujours. Et chaque fois que nous avons déposé des textes visant à rompre les relations pour permettre à la Turquie de rentrer dans l'Europe, eh bien les élus, notamment de la droite, etc., s'y sont opposés. Or, rien n'interdit d'avoir évidemment les meilleures relations du monde commerciales avec la Turquie, mais on n'est pas obligé d'en faire quand même un pays européen, surtout après tout ce qui s'est passé quand même. Parce que la Turquie, c'est quand même 90 millions d'habitants. Si elle rentrait demain dans l'Union européenne, ce serait la première armée d'Europe. Eh oui, la première armée d'Europe. Et aujourd'hui, on sait très bien que le pouvoir turc est entre les mains, entre guillemets, des frères musulmans, qui est quand même une idéologie qui commence à être interdite un peu partout sur la planète. Enfin,
Je pense notamment à l'Égypte, les Émirats arabes unis. J'ai vu que les États-Unis sont en train de lancer une procédure pour interdire les frères musulmans. Il n'y a qu'en France. Hein. En France, ils ont pignon sur rue. Ils dirigent des associations, on leur finance des activités culturelles, etc., etc., etc. Là encore, hein, ce danger est venu de la lâcheté de nos maires. Il faut le savoir. De la lâcheté de la démocratie locale. Parce qu'un certain nombre de maires, pour se faire élire et réélire, ont toléré un certain nombre d'associations et les ont financées, tout simplement. Et les votes qu'ils perdaient d'un côté, ils ont cru les compenser de l'autre en permettant un certain nombre de choses. Mais évidemment, à ce jeu-là, ils sont beaucoup plus forts que nous. Parce qu'une fois que vous avez mis les doigts dans l'engrenage, eh bien à ce moment-là, évidemment, vous êtes victime du chantage et vous êtes victime de la politique clientéliste qui est malheureusement la politique qui aujourd'hui en France est la politique notre quotidien. Hein, et je pense notamment moi à Perpignan qui n'est qu'une ville de clientèle. Et les maires ont savamment pendant 40 ans entretenu des clientèles au point qu'aujourd'hui ils en sont prisonniers. Et la seule manière de libérer Perpignan, c'est de virer cette majorité. Je le dis franchement, voilà, c'est de nous y mettre. Parce que nous n'avons de lien avec personne. On ne s'est vendu à personne, on discute avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Et la politique qui serait menée demain à Perpignan, si nous prenions Perpignan, ce serait une politique conforme à la République, à la démocratie, évidemment, et à l'égalité républicaine. Mais il ne faut pas non plus nous prendre pour des imbéciles, et nous savons très bien qu'un certain nombre de réseaux se sont mis en place dans certains quartiers, et il est du devoir du maire et du préfet, quand même, de remettre un peu d'ordre dans un certain nombre de dérives, dans un certain nombre de quartiers. Et je peux vous dire qu'évidemment, nous en avons, nous, la ferme intention, parce que c'est pour le bien public, pour le bien de tout le monde et pour l'intérêt général. Comme quoi, la politique européenne et la politique municipale se rejoignent à la fin. C'est des citoyens que nous parlons, c'est de notre quotidien. Et nous sommes autant impactés par les politiques municipales, pour les mesures les plus locales, j'allais dire, que par des mesures qui nous viennent de Bruxelles et qui, d'une manière ou d'une autre, s'imposent à nous, même si nous n'avons pas une conscience éclairée sur chacune des décisions qui sont prises, évidemment, au Parlement de Bruxelles. C'est un peu ce que je voulais vous dire, moi, dans mon introduction, mais je crois que c'était important de remettre les pendules à l'heure. Notre programme, il est assez simple, finalement. Il est de faire l'inverse de ce que tout le monde a fait depuis 30 ans au sein de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de mettre des barbelés, des miradors et de se couper du monde entier. Il suffit simplement de se couper de la bureaucratie, de la technocratie, de reprendre notre liberté de décision et de bâtir des projets européens en commun. Voilà, et dans un esprit de fraternité avec les peuples, et pas dans un esprit comme aujourd'hui de compétition, parce que si on continue avec cette compétition au sein de l'Union européenne, eh bien ça finira par des guerres, tout simplement. Ça finira par des guerres. Et moi je pense que l'Union européenne aujourd'hui, elle sera demain un facteur de guerre qu'on n'imagine pas encore, mais qui serait, si on continuait ainsi, très révélatrice et très dangereuse pour l'avenir de notre nation et pour l'avenir de nos jeunes générations. Merci de m'avoir écouté.